Les contribuables s'opposent à l'impôt à la source. La réforme examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale est coûteuse, inutile et dangereuse. Terminée la rigueur budgétaire, 8 pays européens auraient dû être sanctionnés par Bruxelles, mais après le Brexit, la Commission n'ose plus brusquer personne. Corruption, Rich Chamanik au palais présidentiel et conseiller obscur. Park Geun-hye, la présidente de la République sud-coréenne, est contestée par l'opposition et par la rue. Une crise politique jamais vue depuis 1987. Madame, Monsieur, bonsoir. À tout de suite pour commencer l'actualité politique avec notre rendez-vous quotidien Cap sur l'Elysée présenté par Élise Blaise. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. Dernier affrontement avant premier verdict. Ce jeudi soir, les candidats de la primaire de la droite et du centre vont s'affronter pour la 3e fois, 3 jours avant le premier tour. Depuis la dernière joute verbale, le duo tête Juppé et Sarkozy s'est transformé en trio avec la remontée de François Fillon. Alain Juppé à la baisse, Sarkozy constant et Fillon à la hausse. Voilà les tendances à quelques heures de l'ultime débat dont l'importance est capitale pour le trio. Si la dynamique se poursuit, François Fillon pourrait bel et bien troubler le jeu et parvenir à se maintenir au second tour. Une bonne nouvelle pour l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, puisque quelle que soit la configuration, il remporterait le match du deuxième scrutin. Si les trois personnalités concentrent la majorité de l'attention, c'est que l'écart avec les autres candidats s'est creusé à mesure que le trio s'est envolé en tête. Bruno Le Maire s'est effondré pour passer du statut de 3e homme à outsider submergé. Ce dernier débat pourrait bien avoir raison de lui. En effet, la progression de François Fillon s'est en partie faite à son détriment. De son côté, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, a toujours réussi à transformer l'essai pendant les débats. Le candidat soutenu par les militants pro-famille a d'ailleurs fait la une de l'actualité en s'insurgeant contre le traitement médiatique qui lui avait été infligé. En effet, alors que les autres candidats avaient tous eu droit à leur heure de gloire sur les grands plateaux de télévision nationale, lui a été relégué sur le journal de France 3 à 23h pour seulement quelques minutes de parole. Le candidat a donc décidé de dénoncer cette inégalité pour finalement quitter le plateau. Monsieur, je vais déroger à une des règles que je me suis fixées jusqu'ici dans mes relations avec la presse. Je ne vais pas répondre à vos questions. Puisque, visiblement, vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire. C'est vous qui avez dit que vous je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Jean-Frédéric Poisson. Nous avons joint Jean-Frédéric Poisson pour qu'il explique son geste. Il faut faire la différence entre un coup de gueule et un coup de com'. Faire des coups de com', ça n'est pas ma façon, encore une fois, d'agir dans le monde politique. Je ne crois pas n'en avoir jamais fait aucun. En revanche, quand je considère que, effectivement, une grande chaîne de télévision nationale qui prétend faire de l'information traite de cette façon un candidat à la primaire, je suis en droit de m'indigner. France Télévisions a tout fait pour que je n'ai pas de moyen de m'exprimer à égalité des autres concurrents dans la primaire depuis le début de la campagne. Je n'ai pas bénéficié comme les autres de l'émission des paroles et des actes. C'est plus de 2 heures de temps d'antenne à une heure d'écoute sur France Télévisions. On m'a expliqué qu'en compensation, je pourrais venir parler à un journal télévisé de 20 heures de France 2 avant la fin de la campagne. C'est le principe qui avait été acté. Ce journal de 20 heures de France 2 s'est transformé en journal 19-20 de France 3, ce qui fait un peu moins d'audience. Et la date de ce 19-20 de France 3 était calée hier soir à 19h30 jusqu'à 20h. Et puis nous avons appris hier matin, sur le coup de 10h30, que le 19-20 de France 3 était remplacé, une demi-heure, était remplacé par 4 minutes au Grand Soir 3 à 23h05 ou 23h10. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il y avait là un traitement indigne à mon endroit. Au-delà de ça, le prix qui est réservé aux électeurs qui portent la même ligne politique que moi pour la France, c'est qu'on veut décidément ne pas voir représenter cette opération de relégation, de mise à l'écart, est exactement contraire à la manière dont j'envisage et le redressement de la France et la manière de faire de la politique. Après cette sortie en fanfare de Jean-Frédéric Poisson et les attaques de François Fillon contre les journalistes et les sondages, on en serait presque à souhaiter bonne chance à Pujadas et El Kabbach pour mener le dernier débat. Et côté majorité, on est toujours assommé par la candidature de Macron. Si l'annonce a donné la gueule de bois dans le camp socialiste, elle ne fait pas non plus les affaires d'un certain candidat à la primaire de la droite.
Macron a bel et bien joué les troubles fêtes. Si le camp socialiste a guère apprécié l'annonce de la candidature du jeune loup de la finance, Alain Juppé ne s'est pas réjoui non plus. En effet, dans l'hypothèse où le maire de Bordeaux serait élu à la primaire pour jouer des coudes à la présidentielle, sa capacité à séduire à gauche en prendrait un coup. En effet, la ligne centriste de l'édile de la Belle Endormie est conscient qu'il aurait un large réservoir de voix à gauche si un tenant de la majorité actuelle se présentait contre lui. En effet, le bilan catastrophique de la présidence Hollande a fini de convaincre une grande partie des électeurs socialistes qu'il fallait une alternance et pour cela, Alain Juppé, sa modération maladive, aurait pu séduire. Dans cette hypothèse, Emmanuel Macron vient mettre un coup de frein à la stratégie. En effet, son positionnement, une gauche plutôt à droite, le place également au centre et peut aller jouer sur les terres d'Alain Juppé. Pour parfaire son rôle d'empêcheur de tourner en rond, l'ancien banquier de chez Rothschild explose littéralement la gauche. Il n'hésite d'ailleurs pas à frapper fort ses anciens collègues en énumérant allègrement leurs erreurs et en justifiant par là même son départ prématuré du gouvernement en août dernier. Entre la profusion de candidats, le mélange des genres et la confusion des lignes, les socialistes ont tout à perdre. C'était une étape de plus dans la fragmentation, la balkanisation, l'explosion, l'implosion, vous choisirez le mot, de la gauche dans un contexte où traditionnellement le camp majoritaire à l'élection présidentielle se présente extrêmement uni. Là on est sur 5, 6, 7, peut-être 8 candidats en comptant l'extrême gauche, en comptant peut-être un candidat pour le Parti communiste français. C'est clairement le pire scénario pour la gauche. Son problème, plus que la proximité, c'est retrouver une adhésion auprès des sympathisants de gauche sur le long terme, depuis 3-4 mois, même 6 mois. Il a beaucoup baissé, non pas du fait d'un manque de proximité, non pas du fait de l'affaire des œufs, de l'USF, du costard, mais à cause de la loi travail. Donc il a été vu comme un instigateur et comme le symbole qui n'est pas vraiment de gauche. C'est ce défi qu'il faudrait également relever. À l'extrême gauche, le cap n'est pas au beau fixe non plus. Les désaccords entre les cadres du Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon laissent planer une double candidature. Le candidat de la France insoumise est également insouciant. En effet, il mène sa barque vers l'élection présidentielle sans faire cas des désaccords. Mercredi, il était à une réunion publique à Chambéry en Savoie et s'est transformé en vedette sur une scène de théâtre au milieu d'un grand nombre de militants relativement jeunes. Jean-Luc Mélenchon a mêlé attaquant vers le pouvoir et humour caustique, le tout en faveur d'un discours social et écolo. Je sais que dans cette année si extraordinaire d'élection présidentielle, je figure dans les 4 premiers sans qu'on puisse dire à quelle place exactement. C'est de plus en plus difficile de mener un combat démocratique. C'est de plus en plus difficile de vouloir participer à la démocratie de son pays. Chaque fois que je vais quelque part, on me demande pourquoi je viens là. J'étais à Boulogne. Pourquoi vous venez à Boulogne-sur-Mer? Bon, ben, j'avais une bonne raison. C'est une des villes les plus pauvres de France. La pauvreté, c'est cette lèpre qui gagne notre pays et qui fait basculer 9 millions de personnes. Et vous savez, quand on dit un pauvre, c'est quelqu'un qui, d'après les statistiques internationales, gagne moins de 1 000 € par mois. Eh bien, vous savez quoi? 1 000 €, c'est une fortune pour bien des gens. Le minimum vieillesse, c'est même pas 500 €. Ils ont beau être de droite, leur problème, c'est aussi la paye, le boulot, l'éducation, la santé, ça les intéresse. Et ils entendent un type qui leur dit « Nous, on va arrêter de fermer les usines ». Eh bien, vous êtes de ce que vous voulez politiquement. Si c'est vous qui êtes dans l'usine, vous êtes pour le type qui vous dit qu'on ne va pas la fermer. C'est clair, non? Eh bien oui, ça s'appelle le peuple. Et c'est pas parce qu'il y a un peuple qui pense de 2 manières différentes que ça cesse d'être le peuple. Le peuple a des intérêts, des aspirations, des revendications qui sont communes à tout le peuple, mais qui s'expriment différemment avec des solutions de droite, des solutions de gauche, des solutions de ce que vous voulez. Une taxe carbone, ça passait pour une lubie il y a encore un an. Et bien maintenant, vous le retrouvez, y compris dans des programmes de gens qui ne sont pas de mon bord, non? Alors, ça prouve que je réfléchis plus vite qu'eux. Et pas que moi. De
De son côté, Marine Le Pen a officiellement lancé sa campagne présidentielle. Mercredi, la candidate du Front National a inauguré son quartier général de campagne baptisé l'Escale, situé au 262 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. L'Escale est à 1,7 km du Palais de l'Élysée. Devant un parterre de journalistes, la présidente du Front National a présenté son logo de campagne, une simple rose bleue entourée sobrement du slogan « Marine présidente ». De nombreux cadres du parti étaient présents, hormis sa nièce Marion Maréchal Le Pen, officiellement retenue à Moscou. Tous font partie d'un conseil stratégique œcuménique en attendant le véritable exécutif de campagne. C'est en tout cas l'installation officielle de notre quartier général de campagne qui, et c'est tout un symbole, est installé rue du Faubourg Saint-Honoré. On est déjà dans la même rue, on sera bientôt au bon numéro, à la bonne adresse. On se réapproprie cette rue, le peuple français se réapproprie cette rue et je crois que c'est un symbole très fort. Voilà, nous ne sommes pas encore totalement dans la campagne présidentielle faute de combattants. La droite et la gauche sont encore divisées et querellées, n'ont pas encore désigné leurs candidats. Nous ne savons pas encore quels seront les représentants du système sur la ligne de départ de cette bataille présidentielle, mais nous savons d'ores et déjà que beaucoup de Français attendent beaucoup de Marine Le Pen. La rose bleue, ça symbolise, si vous voulez, le rendre possible l'impossible, accessible l'inaccessible. Je crois qu'elle a pris le nom par lequel les Français l'appellent dans la rue. Les gens disent Marine. Voilà. Et c'est vrai que les gens disent Marine, donc c'est Marine, de Marine 2017, cette rose. Et l'idée que, eh bien, peut-être aussi le fait qu'elle soit une des seules femmes candidates, c'est quelque chose qui compte, parce que la question de la place de la femme, touchée par le fondamentalisme islamiste, par la précarité sociale de plus en plus forte, ce sera aussi une des grandes questions de cette présidentielle. Ouais. Les meetings sont déjà prévus, les dates sont connues à partir du mois de janvier. Et la campagne présidentielle sera lancée au moment où nous aurons les autres candidats, puisque aujourd'hui tout le monde parle de la présidentielle, on ne sait pas qui sera candidat. En attendant de connaître tous les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen a d'ores et déjà prévu de présenter son programme lors d'un grand meeting à Lyon les 4 et 5 février prochains. Par ailleurs, la justice a rendu son verdict quant à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, une décision en demi-teinte, car si le tribunal a en effet validé l'exclusion, il a considéré que cette exclusion n'avait pas d'effet sur son titre de président d'honneur, titre permettant à Jean-Marie Le Pen d'assister à toutes les instances du parti. Le Front National a par ailleurs été condamné à verser 15 000 € de dommages et intérêts à son président d'honneur. Tout de suite, retrouvez notre nouvelle rubrique Porte-voix. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, reviendra sur le service militaire que certains candidats à la primaire veulent voir revenir. Alors ce soir, je suis accompagnée de l'ancien ministre de la Défense, Monsieur Millon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on va évoquer une question importante au sein de la primaire de la droite et du centre, la question du service militaire. Alors les candidats ont des propositions différentes. On a vu qu'Alain Juppé avait parlé de rêve d'octogénaire. Visiblement, lui, il ne partage pas l'avis selon lequel il faudrait voir revenir le service militaire. On a vu que Sarkozy, lui, proposait pour les jeunes qui étaient au chômage. Alain Juppé est favorable, lui, plutôt à un service civique. Alors vous, quel est votre point de vue ? Mon point de vue, il est connu, puisque c'est moi qui ai présidé à la révision du service national et qui ai amené en fait la suspension du service. Aujourd'hui, donc, le service est suspendu. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir une armée professionnelle et que, deuxièmement, on se constate que le service national ne correspondait plus du tout à ce lieu, ce creuset où se forgeait, j'allais dire, un sentiment national, où se forgeait ce goût de vivre ensemble. Alors, je vais me dire comment répondre au deuxième point et comment répondre au premier point. Pour répondre au premier point, une armée professionnelle, ça exige des gens qui ont une compétence extrêmement pointue. Ça ne peut pas être le fait de simplement d'appeler. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui toutes les armées du monde sont des armées professionnelles. Et pour ceux qui voudraient s'en convaincre, il suffit d'aller voir comment les soldats français travaillent actuellement au Sahel, où ils travaillent dans l'opération Barkhane, dans l'opération Sangaris. Et on s'aperçoit que c'est véritablement un travail pointu. Il faut avoir des connaissances techniques, il faut avoir des connaissances militaires, il faut avoir des connaissances de stratégie qui sont tout à fait approfondies.
Donc si on veut que l'armée française continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire la grande armée européenne, puisque c'est la dernière grande armée européenne, qui puisse intervenir aujourd'hui sur tous les champs de bataille comme en Afrique ou au Moyen-Orient, eh bien il faut lui laisser la possibilité d'avoir une armée professionnelle. Or une armée professionnelle, ça coûte de l'argent, et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, on a décidé de tout concentrer pour ce qui était de l'organisation de l'armée sur l'armée professionnelle et de renoncer au service national. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va apprendre à la jeunesse ce goût de vivre ensemble et comment on va intégrer les jeunes qui doivent être assimilés dans la vie française? Je pense que ça passe par l'éducation populaire et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir que l'État crée les conditions favorables à ce qu'on développe des lieux de formation, d'éducation, de rencontres, populaires. Alors vous allez me dire c'est quoi? Ben, ça va de la colonie de vacances pour les plus jeunes jusqu'au lieu de formation sur certains métiers pour les plus anciens. C'est de créer des lieux où on va permettre aux jeunes de retrouver leur patrimoine. C'est tout ce qu'on appelle les associations de rénovation du patrimoine français, ou de retrouver leur nature. Et c'est tous les lieux où il y a la rencontre entre la nature, l'écologie et la formation. Et de permettre à la jeunesse de retrouver leur nation à travers son histoire et à travers sa géographie. Car qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est d'abord une géographie, un espace, des frontières, et qu'il faut apprendre cela à nos jeunes. Et ça peut se faire à travers des lieux de formation, des lieux de rencontre, des lieux d'éducation. Et c'est toute l'éducation populaire qu'il va falloir retrouver. Vous savez, depuis 68, on a détruit tout ce qui était éducation populaire. On a détruit les mouvements de jeunesse, on a ricané sur les colonies de vacances, on a ricané sur tous les lieux de formation. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que c'est là que se forge une nation, que se forge un esprit national. Je pense que c'est le rôle de l'État de créer les conditions pour qu'on puisse former, trouver des lieux de découverte, trouver des lieux de prise en compte de la nation pour une jeunesse, et que ça répond à l'objectif du service national tel qu'il était envisagé avant. Alors pour ceux qui sont très nostalgiques, je leur dirais que le service national ne pouvait même plus faire ça, puisque les 15% d'en bas étaient réformés, c'est-à-dire ceux qui ne savaient pas bien s'intégrer dans la vie sociale, on les réformait puisqu'ils pratiquaient mal la langue française, ils avaient un rapport avec l'éducation qui était difficile. Ce qui est assez intéressant, puisque on voudrait s'en servir pour intégrer les gens, justement. Mais ceux-là, ils étaient réformés. Les 15% d'en haut qui auraient pu entraîner étaient eux aussi planqués ou réformés, et il restait donc 70% qui, eux, avec ce qu'on appelle la loi de l'affectation rapprochée, étaient affectés proches de leur domicile et passaient leur temps entre la caserne et le domicile. Donc il faut savoir que le service national ne correspondait plus à ce lieu d'intégration. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que nos candidats à la présidentielle nous présentent véritablement une démarche où l'État créera les conditions financières, les conditions fiscales, les conditions éducatives qui permettront à des associations, à des lieux de devenir des lieux de rencontre, des associations qui seront porteuses d'un projet qui permettront l'intégration et la découverte de notre patrie et de notre pays. Alors j'ai une dernière petite question sur ce sujet. On a vu qu'il y avait parfois des problèmes de communautarisme à l'intérieur même de l'armée française aujourd'hui. Alors de ce fait, on pourrait penser que c'est encore une fois un peu paradoxal de penser à l'armée comme un vecteur d'intégration, alors qu'aujourd'hui elle-même subit certains troubles en son sein. C'est la raison pour laquelle je pense que si on veut lutter contre le communautarisme, si on veut permettre aux gens de différentes religions, différentes origines de se rencontrer, il faut l'organiser, et que ça se fait dans des associations avec des buts généraux qui permettront aux gens de se rencontrer sur des passions. La passion du patrimoine, la passion de la nature, la passion du sport, la passion du service des autres, la passion de l'aide aux pays en voie de développement, la passion de la recherche. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on arrivera véritablement à réarmer moralement notre pays et à trouver une jeunesse qui retrouvera des lieux de passion plutôt que de lui imposer un service national qui n'est plus adapté. Merci beaucoup, Charles Millon.
Et c'est à présent le moment de retrouver le tableau d'honneur du jour. Aujourd'hui, François Billot de Locner s'intéresse à la place de l'éducation dans le programme des candidats de la droite et du centre. Bonjour François. Bonjour Élise. Pour ce tableau d'honneur aujourd'hui, on va s'intéresser à une question importante, la question de l'éducation, avec deux volets un peu différents, l'enseignement et la pluralité des opinions. Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, ce sont apparemment deux choses assez différentes, mais on s'aperçoit que l'enseignement finalement, il se passe au niveau des enfants, notamment par tout ce qui est système éducatif, et puis l'enseignement général, il se passe au niveau de la société par les médias, qui sont la plus grande nounou de tous les Français aujourd'hui, qui en fait, les Français s'abreuvent littéralement de l'enseignement catastrophique diffusé par les médias. Donc les deux sujets sont véritablement complémentaires. Alors, la mesure que nous proposons pour l'enseignement, elle se traduit de façon extrêmement simple, c'est liberté totale d'enseignement, qui d'ailleurs est un droit constitutionnel, bafoué par le système actuel. Et pour qu'il y ait liberté d'enseignement, il y a un système extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle le chèque éducation. C'est-à-dire que vous avez deux enfants, vous avez un chèque éducation pour ces deux enfants qui vous permet de mettre vos enfants dans le système scolaire de votre choix sans que ça vous coûte un centime. Or aujourd'hui, on sait que... Il est plafonné, le chèque éducation, évidemment. Ah ben bien sûr, il est plafonné. Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est le même pour tout le monde. Mais si vous décidez, vous, de dépasser, ben ensuite vous dépassez. Mais l'idée est que si vous choisissez un système public, un système privé, vous avez le même coût de base. Voilà. Et vous pouvez faire un véritable choix. Alors, sur cette mesure que nous proposons, il n'y a pas un candidat qui soit pour, mis à part Jean-Frédéric Poisson, qui est favorable, mais de façon différée. Donc, je lui mettrai une médaille, je ne sais, donc il n'y aurait pas... C'est-à-dire pas pour son arrivée au pouvoir dans le cas où il y a... Voilà, ce serait à mettre en route progressivement. Or, je pense que c'est fondamental d'aller extrêmement vite sur le sujet. Donc, s'il fallait mettre une médaille, je mettrais une médaille d'or à 0 candidat et je mettrais une médaille d'argent, voire même de bronze, à un seul candidat qui est Jean-Frédéric Poisson. Donc, je lui mettrais une médaille d'argent quand même parce qu'il aborde le sujet, il accepte d'en discuter. Et donc, voilà, il veut sortir absolument de ce cadre absolument catastrophique de l'éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit l'autre jour au débat entre les 7 candidats, où ils ont tous fait un constat absolument magnifique, sachant qu'ils étaient tous responsables de ce constat. Donc, je suis ravi qu'ils aient fait ce constat. J'aurais préféré qu'ils s'en occupent plus vite. Un petit peu avant. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie enseignement pour nos enfants. Et sur la partie médias, la mesure que nous proposons, elle est assez révolutionnaire en fait. Le constat est d'une simplicité enfantine, c'est que le système politico-médiatique écrase tout sur son passage. C'est un système politico-médiatique de gauche, qui est littéralement écrasant, qui est accablant, qui interdit tout débat, qui véritablement est un système soviétique. Dans les pires heures de l'URSS. Donc, il faut absolument casser ce système. Et pour le casser très vite, il y a une solution qui est extrêmement simple. On privatise l'ensemble du système public, ce qui permet de faire en sorte que les personnels se retrouvent dans le privé. Voilà. Et on recrée un nouveau système public, mais basé cette fois-ci sur des véritables parités, sur une pluralité d'opinions, avec un contrôle du Parlement, avec un contrôle de l'exécutif, de telle sorte que véritablement il y a un équilibre entre le système médiatique public et ce que pensent vraiment les Français. Alors que là, nous sommes dans un système médiatico-politique qui correspond grosso modo à l'inverse de ce que pensent les Français. Alors là, sur ces questions-là, on a l'impression que c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, et Jean-Frédéric Poisson qui s'en sortent le mieux. Absolument. Je pense que Nicolas Sarkozy a compris, là aussi probablement trop tardivement, qu'il y avait un problème. Et peut-être aussi un peu à ses dépens. Et probablement à ses dépens également. Ce qui aide aussi à la comprenette. Ça aide aussi à faire évoluer les mentalités, vous avez parfaitement raison. Donc il est effectivement prêt manifestement à faire des réformes. Ça n'irait
pas aussi loin que ce que nous proposons, mais on peut lui donner quand même acte de ce qu'il s'intéresse au problème. Oui, puis on peut souligner quand même qu'il a déploré le fait que France Télévisions soit, comment dire, finalement qu'il soit trop partisan et qu'il n'y ait pas assez de médias comme Valeurs Actuelles. Alors bon, on aurait aimé qu'il cite TV Liberté aussi, il n'est pas encore allé jusque-là, mais ça ne saurait tarder. Ah non, mais ça va venir, absolument, absolument. Et puis alors, donc lui, c'est vrai qu'il a évolué, ça c'est tout à fait clair, et Jean-Frédéric Poisson, sur ce sujet-là, là aussi il ne va pas aussi loin que nous, mais disons qu'il accepte d'ouvrir ce débat, et donc je dirais que là encore, médaille d'or, médaille d'argent pour Poisson-Sarkozy ou pour Sarkozy et Poisson, selon la façon dont on décrypte tout ce qu'ils disent. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces sujets-là, Élise, ce que disent les candidats, ce qu'ils écrivent dans leurs livres, ce qu'ils écrivent dans des interviews, etc., ça peut être terriblement contradictoire. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile de trouver un espèce d'équilibre. Non, mais en fait, que pense-t-il vraiment? Ça a été toute la difficulté de l'exercice, et que nous assumons, bien sûr. Merci beaucoup, François. Merci, Élise. Et voilà, cap sur l'Elysée, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine édition demain. Et tout de suite, retrouvez le reste de l'actualité avec Pierre Bergerot. À demain. Bonsoir. Merci Élise, et maintenant retour sur les titres de l'actualité. L'impôt à la source crée la polémique. Excusez-moi. Les députés examinaient la réforme ce jeudi à l'Assemblée dans le cadre du plan de loi de finances pour 2017. De son côté, l'association Contribuables Associés a lancé une pétition à l'intention du ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, pour s'opposer au projet. Elle a déjà rassemblé plus de 40 000 signatures en exposant les raisons du danger. Premier péril, le prélèvement à la source permettra à l'État d'augmenter plus facilement l'impôt. La CSG des salariés avait en effet été multipliée par 7 en 7 ans dans les années 90. Par ailleurs, avec cette réforme, le consentement à l'impôt est battu en brèche et les contribuables ne seront plus en mesure d'évaluer leurs charges fiscales. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les Français devront continuer à déclarer leurs revenus une fois par an. Sur le plan social, le prélèvement à la source est difficilement compatible avec les remises gracieuses au service du fisc. Avec 215 000 demandes en 2013, de nombreux Français risquent donc de se retrouver dans une situation financière précaire. Concernant les entreprises, là aussi la réforme pose d'énormes problèmes. Les employeurs seront transformés en percepteurs bénévoles de l'État. Cette réforme va également transformer les entrepreneurs en vaches à lait. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé qu'une telle mesure leur coûterait plus de 2 milliards d'euros par an. Et surtout, les employeurs auront accès au taux d'imposition de leurs salariés, ce qui risque de poser des problèmes, notamment au moment des demandes d'augmentation. Le prélèvement à la source est toutefois utilisé dans de nombreux pays. Il est notamment très prisé auprès des salariés anglais. Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, nous explique pourquoi son application en France va poser problème. La fiscalité française est assez différente de celle des pays européens ou ailleurs, pour la simple et bonne raison qu'il y a la notion de foyer fiscal en France, et ce qui permet évidemment de coupler les revenus des conjoints. Cette notion de foyer fiscal fait que c'est un tout, alors que dans des pays européens type l'Angleterre par exemple où c'est pratiqué, le prélèvement de l'impôt à la source se fait uniquement sur le revenu, et donc on voit bien qu'en France, le fait qu'il y ait cette entité qui est le foyer fiscal est un tout, et donc c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, on a les inconvénients des deux systèmes, qui est à la fois d'avoir le foyer fiscal qui génère ce taux, et puis le prélèvement de l'autre côté pour les entreprises, qui sera différent pour chaque salarié, parce que le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu est différent en fonction de chaque salarié, puisqu'évidemment, c'est la conséquence de l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Le prélèvement à la source devrait entrer en vigueur en janvier 2018. Précisons que les principaux candidats à la primaire de la droite assurent vouloir y mettre fin au cas où ils l'emporteraient. Après la fin implicite des accords de Schengen, la plupart des pays membres ayant rétabli les contrôles aux frontières pour faire face à l'afflux de migrants, voici peut-être venue la fin des accords de Maastricht. Alors que 8 pays dépasseront l'an prochain le seuil fatidique de 3% de déficit budgétaire, la Commission européenne n'a pas osé élever la voix et ne prendra pas de sanctions, ce qui laissera les coudées franches aux autres pays membres tentés par la relance par la dette. Natacha Königsberg.
Italie, Portugal, Espagne, Slovénie, Lituanie, mais aussi Finlande, Chypre et même Belgique, tous ces pays membres de l'Union européenne ont présenté des budgets ne respectant pas les critères de Maastricht en 2017. La Grèce, qui n'est plus dans les clous depuis longtemps, est un cas à part puisqu'elle vit sous perfusion du Fonds de soutien européen et du FMI. La France ne fait pas partie de la liste car pour l'instant, le projet de budget transmis par Manuel Valls et Michel Sapin passe juste sous la barre des 3% l'an prochain, à 2,9%. Tout au moins s'agit-il du budget théorique, du projet de budget à finalité électoraliste, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il masque des dépenses non financées et gonfle artificiellement certaines recettes. L'écart entre le budget présenté et la réalité pourrait atteindre 15 à 20 milliards. Même la Cour des comptes a dénoncé le manque de sincérité de ce budget. Pourtant, la Commission européenne ne pouvait pas sanctionner les pays membres qui ne respectaient pas les critères de Maastricht quelques mois à peine après le Brexit. Résultat, un peu partout en Europe, les gouvernements en place lâchent du lest sur leur budget, sachant que le gendarme regardera de l'autre côté. C'est d'autant plus vrai désormais que de l'autre côté de l'Atlantique, le président élu Donald Trump annonce lui aussi qu'il va relancer l'économie américaine en laissant filer les déficits publics. On parle d'un plan de relance de 500 à 1000 milliards de dollars. Résultat, la relance de l'économie par la bonne vieille méthode keynésienne de la dépense publique redevient à la mode un peu partout dans le monde, y compris quand le gouvernement aux affaires est à droite, la preuve avec Donald Trump. Autant dire qu'en France, ceux qui faisaient campagne depuis plusieurs mois sur l'austérité, la rigueur budgétaire, la baisse de la dépense publique vont se retrouver bien isolés et bien inaudibles. À quelques jours du premier tour de la primaire, un revirement de programme économique n'est pas à exclure chez l'un ou l'autre des candidats du trio de tête, désormais dans un mouchoir de poche selon les sondages. Un rapport accablant pour la mairie de Paris. À la demande du président du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, un comité d'experts indépendants a suivi l'évolution du trafic depuis la fermeture des voies sur berge en septembre dernier. Entre engorgement des routes et protestation des commerçants, le premier bilan de cette expérience est un désastre. Alexandre Rivet. Augmentation des temps de parcours, protestation des commerçants, nuisances sonores, la fermeture des voies sur berge initiée par le maire de Paris Anne Hidalgo est un fiasco. En septembre dernier, la majorité socialiste de la mairie de Paris a mis la capitale sans dessus-dessous. Une cartographie de l'augmentation du temps de parcours en automobile des Parisiens est publiée par Le Figaro fait état d'une augmentation de 11 à 110% selon les axes empruntés. Mais le problème ne concerne pas que Paris intramuros. Sur le périphérique, la perte de temps en matinée a connu une augmentation de 25% et en banlieue parisienne, les accès au centre sont souvent saturés. Sur l'île Saint-Louis, les commerçants déplorent une baisse de fréquentation depuis le début de l'expérimentation, l'île étant désormais coupée du reste de la capitale, les clients ont déserté les magasins et autres artisans. Du côté des riverains, plusieurs quartiers de Paris ont vu le trafic routier augmenter de 25% avec les nuisances sonores que cela entraîne. De leur côté, les services d'urgence estiment la perte de temps par déplacement à 1 minute supplémentaire, ce qui correspond à 10% de perte de chance de sauver une personne victime d'un arrêt cardiaque. Les résultats pour l'environnement ne sont absolument pas garantis, d'autant que la piétonisation idéologique des voies sur berge n'a fait que déplacer les automobiles et renforcer le monopole de la ville sur les transports. Chaque mois, le comité d'experts publiera les résultats de ces études et alimentera un peu plus le conflit entre la région, à majorité de droite, et la ville de Paris de la socialiste Anne Hidalgo. Scandale d'État en Corée du Sud. La présidente, prise à partie dans des affaires de corruption et de rites chamaniques, a déclenché la colère de centaines de milliers de citoyens descendus dans la rue. Les manifestants et l'opposition réclament sa démission. Olivier Frère-Jacques. 1 million de Sud-Coréens dans les rues de Séoul. Samedi, pour la 3e fois, une mobilisation massive s'est organisée contre la présidente en place, Park Geun-hye. Si la police estime qu'il n'était que 250 000, les manifestants ont, quoi qu'il en soit, marqué le retour des grands rassemblements qu'avait connu le pays lors de la transition démocratique de 1987. En cause des scandales d'État, l'actuelle présidente, accusée de corruption, est suspectée d'être sous influence d'une certaine Choi Soon-sil, ex-épouse de l'ancien chef de campagne de la présidente. Cette dernière, proche de Park Geun-hye, depuis 40 ans, aurait exercé une influence néfaste sur la présidente, relisant tous ses discours et ayant accès à des notes confidentielles pour lesquelles elle n'avait aucune habilitation officielle. Choi Soon-sil est également au cœur d'une affaire de corruption. Profitant de son influence, la conseillère a en effet invité les grands conglomérats du pays à financer ses fondations pour un montant total supérieur à 60 millions d'euros. Le groupe Samsung est également éclaboussé par l'affaire. La compagnie est suspectée d'avoir financé la carrière équestre de sa fille à hauteur de 2,8 millions d'euros afin
qu'elle puisse devenir championne d'équitation dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les dégâts causés par la conseillère touchent même la politique internationale. Choi Soon-sil serait à l'origine de l'annulation d'un des rares projets industriels communs avec la Corée du Nord. Corruption, mais aussi rites occultes. Fille d'un pasteur chamanique, fondateur d'un culte appelé Église de la vie éternelle, mêlant bouddhisme, christianisme et chamanisme, Choi Soon-sil est accusée par les médias d'avoir poussé la présidente à pratiquer des rites occultes dans la Maison Bleue, le palais présidentiel sud-coréen. Acculée, la présidente Park va être entendue par le parquet de Séoul. Sa confidente, renommée Rasputin par la presse coréenne, a d'abord fui en Allemagne en septembre avant d'être arrêtée en novembre à son retour à Séoul. Pour tenter de calmer les manifestants, la présidente a déjà renoncé à certaines de ses prérogatives et limogé certains responsables. Pour le moment, rien n'y fait. Le chef d'État est à 5% d'opinion favorable. Avec ses 4%, François Hollande se sent donc un peu moins seul. De son côté, le voisin nord-coréen se frotte les mains. Selon une étude d'une université de Séoul, Kim Jong-un recueillerait plus de 50% d'opinion favorable dans sa population. Passons maintenant à l'actualité en bref. Il gueule, je m'en fous. Voilà ce qu'a répondu le préfet de la région Île-de-France, Jean-François Carenco, au maire qui s'oppose à l'accueil des migrants venus du site parisien de Stalingrad. Le représentant de l'État affirme vouloir avancer le plus vite possible. Pour ouvrir 79 centres, Jean-François Carenco veut utiliser d'anciens hôtels, d'anciennes casernes de gendarmerie ou faire installer des structures modulaires. L'idée du préfet consiste à vider Paris puis à transférer les migrants vers les centres de la Grande Couronne pour ensuite les répartir sur tout le territoire. Face au risque d'augmentation du flux de clandestins, le préfet déclare que ce n'est pas un problème et qu'il les prendra tous. 16 Roms de moins pour dépouiller les touristes. Un groupe d'individus issus de cette communauté comparaît depuis mercredi devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Entre 2013 et 2015, le gang s'en est mis plein les poches en détroussant celles des touristes, de préférence asiatiques, en visite à Paris. Leur butin s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les ressortissants roumains ont investi leurs deniers dans de luxueux achats et des biens immobiliers dans leur pays d'origine. Le tribunal décidera peut-être de les inviter à en bénéficier pleinement en retournant en Roumanie. Un imam toulousain convoqué ce jeudi devant la justice. Fondateur de l'école Al-Bader, l'imam Abdel Fattah Rahaoui est poursuivi pour violence volontaire sur mineurs, ouverture d'un collège clandestin et poursuite d'une activité scolaire malgré une mise en demeure de l'éducation nationale. L'Académie de Toulouse avait conclu en avril dernier à un enseignement très déficitaire dans tous les domaines en dehors de l'enseignement de l'arabe. L'imam dénonce un acharnement administratif. Samedi 19 novembre prochain, ce sera le 2e forum de la dissidence organisé par Polémia. Le président de la fondation Jean-Yves Le Gallou est venu nous présenter le programme. La dissidence, c'est refuser ce qui est inacceptable. Et donc, nous voulons donner à toutes les personnes qui vont participer à ce forum des moyens de refuser l'inacceptable dans leur village, dans leur ville, dans l'école de leurs enfants, et donc de contester. Nous aurons des moments très positifs puisque nous évoquerons la dissidence hongroise, qui est une réussite. Nous évoquerons la dissidence qui a eu lieu au moment de l'anniversaire, du 100e anniversaire de la bataille de Verdun, où les internautes et les acteurs de la réinfosphère ont bloqué le chanteur, le rappeur Black M, qui devait donner un concert à Verdun. Et puis, nous terminerons par la dissidence corse, qui est aussi une belle réussite, parce que les Corses ont si bien montré leur force à Ajaccio et à Cisco, que c'est la seule région de France qui n'accueillera pas de foyers de migrants. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro de Livre Libre. Éditeur de profession, Philippe Carcenti est adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. À bientôt 45 ans, il a toujours été passionné par la politique française et internationale. L'invité de Gilbert Collard nous présente un ouvrage d'Esther Shapira et Georg Hafner pour évoquer l'affaire Al-Dura. L'image a fait le tour du monde le 30 septembre 2000 dans la bande de Gaza, victime des tirs israéliens. Un jeune Palestinien de 12 ans, Mohamed Al-Dura, meurt dans les bras de son père. Très rapidement,
des doutes sur l'authenticité des faits et sur un reportage de France 2 relatant le drame surgissent. Ce qui est sûr, c'est que pour les Palestiniens, il n'y a jamais eu aucun doute. Mohamed Al-Dura est un martyr. De même, France 2 a fait condamner Philippe Karsenty pour avoir mis en doute l'authenticité du reportage de Charles Anderlin sur les événements qui ont déclenché des affrontements. Fort du travail de Shapira et Hafner, tous deux journalistes de l'ADR, la première chaîne allemande, Philippe Karsenty maintient son point de vue, à chacun de juger. Pendant des années, j'ai eu l'État d'Israël contre moi et le CRIF contre moi. Le CRIF contre moi, pourquoi? Parce que vous comprenez, on entretient de bonnes relations avec le gouvernement français, on entretient de bonnes relations avec le Quai d'Orsay. Donc il faut faire le CRIF, c'est une organisation politique. Mais c'est une organisation politique de gauche. Qui ne sert à rien, oui. Qui ne sert strictement à rien. Je voudrais juste revenir après sur le CRIF. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fallu que je me batte contre les institutions françaises, contre les ambassadeurs d'Israël en France, qui défendaient Charles Anderlin parce que c'était leur ami, parce qu'ils appartenaient aux mêmes loges maçonniques à Jérusalem, hein, les loges francophones. Et donc, je suis allé en Israël, rencontrer les gens du gouvernement Netanyahou, et au bout de 13 ans, j'ai obtenu un rapport officiel du gouvernement israélien qui reconnaît enfin et finalement que c'est une pure et simple mise en scène. Il m'a fallu 13 ans pour que le gouvernement émette ce rapport. C'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.